Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Et ce livre, il l'a intitulé « Les misères ». Et c'est l'histoire d'un certain Jean Tréjean qui a volé un pain et qui est condamné au bagne. Vous avez déjà reconnu Jean Valjean parce que plus tard il va modifier le nom de son personnage et les misères vont devenir les misérables. Oui, les misérables ont été commencés alors que Hugo était l'objet de l'opprobre général que le monde entier et en France on disait mais Hugo est perdu après ce scandale. Eh bien il commence les misérables. Malgré tout, dans les dernières années de la monarchie de Louis-Philippe, Hugo est un homme qui semble chercher quelque chose qui se dérobe sans cesse devant lui. S'il est une expression galvaudée et anachronique qui pourrait correspondre, je dirais qu'il n'est pas à l'aise dans sa peau, il n'est pas à l'aise dans ses baskets, c'est évident. La preuve, c'est que, ayant déjà une épouse légitime, une première maîtresse, Juliette, une seconde, Léonie, eh bien il commence à s'éparpiller en aventure, on cite des noms d'actrices par-ci par-là. Un homme qui devient un papillon voyageur, en l'occurrence comme ça, c'est pas un homme très heureux. Et il sent d'ailleurs qu'on est à la fin d'un monde, il le note, on a des notes dans ses carnets intimes qui disent « c'est fini tout ce monde d'autrefois ». Et en février 1848, quand on vient lui annoncer que le peuple s'est soulevé une fois de plus, qu'on a chassé Louis-Philippe et que la République est proclamée, il y a un homme qui n'est pas étonné, c'est Victor Hugo. Nous sommes donc en 1848, la République est proclamée et Hugo est élu député. J'ai dit qu'il était un grand orateur quand il avait plaidé devant le tribunal de commerce pour le roi Samuse, il le confirme à la tribune de l'Assemblée nationale. Mais parmi ces députés de droite et de gauche, passionnés avant toute politique, il est l'un des rares, l'un des seuls qui s'intéresse à ce qu'il appelle le vrai problème, la condition du peuple. Il va visiter les caves de Lille, ma grand-mère maternelle était lilloise, et quand je relis ce qu'il a écrit sur ces caves de Lille, eh bien, mon sang se fige dans mes veines. Il a vu ces caves où l'eau coule sur les murs, des familles de 10 personnes, des enfants hâves, blêmes qui sont là, qui ont faim dans des lieux impossibles, et il dénonce tout ça. Il dit que, aux portes des villes, il y a des gens qui vivent comme il n'est pas permis à un animal sauvage de vivre. Et ça déplaît beaucoup, ce que dit M. Hugo à la tribune. On trouve qu'il dérange, M. Hugo. Hugo est un homme qui dérange et c'est aussi ça qui fait sa grandeur. Et quand Louis-Napoléon, le neveu de l'empereur, est rentré en France et s'est présenté à la présidence de la République, Hugo l'a approuvé parce qu'il s'est souvenu que Louis-Napoléon, dans sa jeunesse, avait écrit des livres contre la misère. Notamment un livre connu, L'extinction du paupérisme, il était en accord avec Louis-Napoléon. Est-ce que ce Louis-Napoléon n'est pas l'homme qui va s'attaquer enfin au vrai, au grand, au seul problème ? Il sera déçu par Louis-Napoléon, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est un euphémisme. Déçu non pas sur ce plan-là, parce qu'il se sent en communion avec le prince-président, mais sur la question romaine. Louis-Napoléon s'est trouvé, vous savez, en but à un grave problème. Il y avait une république depuis 1848 à Rome qui avait chassé le pape, et les catholiques français sommaient Louis-Napoléon, président d'une autre république, d'aller rétablir le pape sur son trône. Et quand même, Louis-Napoléon devait compter, il faut le savoir aussi, avec l'électorat catholique qui était considérable, et il avait en effet aidé le pape à réintégrer le trône de Saint-Pierre. Et Hugo n'avait pas trouvé ça très bien, et Hugo était allé le dire au prince-président qui avait expliqué qu'il exigerait du pape une constitution démocratique. Car à cette époque-là, il ne faut pas l'oublier, le pape est également un souverain temporel qui a un véritable royaume, c'est pas seulement la cité du Vatican que nous connaissons aujourd'hui. Et Louis-Napoléon n'avait pas suivi sa promesse. Il n'était pas allé au bout de ses engagements et Hugo s'était senti trahi. Il avait rompu brutalement avec Louis-Napoléon, d'autant plus qu'il sentait venir quelque chose comme une menace. Est-ce que l'Empire n'allait pas être rétabli ? Lui-même, comme poète, Hugo avait chanté les louanges du grand Napoléon. Vous vous en souvenez, je vous en avais lu quelques passages. Il y avait des poèmes que tout le monde avait récités. Il était le créateur de la légende napoléonienne, mais le neveu, il le voyait bien comme un président, mais on n'allait pas tout de même restaurer un second empire. Pour Hugo, ce serait l'abomination par excellence. Et voilà que le 2 décembre 1851, quand Hugo se réveille, il apprend que Louis-Napoléon vient de faire un coup d'État. Si vous vous souvenez bien de l'émission sur les institutions, la Constitution ne permettait pas à un président de faire un second mandat. Eh bien, tant pis, il se représentait devant le peuple, il en appelait au peuple. Et alors, Hugo devient fou de colère, une colère superbe. Il appelle les Parisiens à la résistance, il convoque les députés, il harangue, il dicte des affiches fulgurantes qui seront apposées sur les murs de Paris. Il demande que des barricades surgissent des pavés parisiens, elles surgissent. Il est sur ces barricades, il monte sur ces barricades, il risque sa vie 100 fois. Et d'ailleurs, on met sa tête à prix.
Et pendant qu'on se bat dans les rues de Paris, 25 000 francs, mort ou vif, monsieur Victor Hugo. Et immanquablement, on l'aurait pris, emprisonné, qui s'est fusillé, on ne sait pas ce qui se passe pendant la Révolution. S'il n'avait trouvé auprès de lui une femme admirable, qui l'a conseillé, qui l'a accompagné, qui l'a abrité, qui lui a trouvé le soir des caches où la police ne l'a pas rejoint, et cette femme, c'était Juliette, c'est elle qui l'a sauvée. Juliette. Et pourtant, comme elle avait été menacée, Juliette, au mois de juin de la même année, 1851, Léonie Billard, qui s'était séparée de son mari et qui enrageait de n'être que la troisième des femmes de Victor Hugo, Adèle, elle acceptait, d'ailleurs c'est mon amie, disait-elle. Mais l'autre, Juliette, la vieille comme elle l'appelait, ne le supportait plus qu'elle existât. Alors Hugo, lâche comme tous les hommes, vous savez, lui disait « Mais je ne l'aime plus, c'est une habitude. Mais si tu ne l'aimes plus, quitte-la, tu lui rendras service à cette pauvre femme. » Alors Hugo promettait « Oui, la semaine prochaine. » Et puis la semaine prochaine arrivait et il ne rompait pas. Et au mois de juin, justement, Juliette a reçu par la poste un coffret et une lettre. La lettre était écrite par Léonie et disait « Madame, je suis depuis 1843 la maîtresse de Victor Hugo. Et il paraît que vous l'aimez encore. Alors, si vous l'aimez, rendez-lui sa liberté. Il ne reste auprès de vous que par habitude. Et si vous ne me croyez pas, ouvrez la petite caisse que je vous envoie. » Et elle ouvre le coffret et qu'est-ce qu'elle trouve ? Les lettres de Victor Hugo à Léonie Billard. Je pense qu'une femme ne peut pas inventer quelque chose de pire à faire à une autre femme que ça. Et voilà Juliette qui découvre la liaison et en même temps elle lit les lettres et c'est abominable parce que ce sont des lettres d'une passion insensée qui vont plus loin que celles que Hugo lui a adressées à elle, Juliette. Et c'est ce qui est pire, c'est même qu'elle retrouve des phrases qu'elle connaît déjà. Parce que, fût-on un génie littéraire, eh bien le genre épistolaire comporte quand même des limites. On a des phrases qu'on aime bien écrire, et puis voilà, on écrit les mêmes à deux femmes différentes qui a priori ne les liront pas. Alors Juliette a cru devenir folle, et quand il est arrivé, elle lui a signifié que c'était fini, qu'il aurait dû lui dire bien avant. Et puis, il l'a supplié parce qu'il tenait aussi à Juliette. Et c'est elle qui a proposé un étrange marché, un pacte entre Léonie, elle et Victor. Ils auraient 4 mois, et au bout de 4 mois, Victor pouvant les observer à égalité, parce que Juliette disait « Nous n'étions pas à égalité, Madame Billard connaissait mon existence, et moi je ne connaissais pas l'existence de Madame Billard. Maintenant, Victor, nous sommes à égalité, alors tu nous observes toutes les deux, nous jouons notre jeu, et dans 4 mois, tu choisis. » Alors au bout de 4 mois, qui Hugo avait-il choisi ? Eh bien, il n'avait pas choisi parce qu'il y avait eu entre-temps le coup d'État du 2 décembre. En somme, c'est Louis-Napoléon qui a choisi pour lui. Et quand c'est Louis-Napoléon qui gagne, immanquablement, on va prendre Hugo. C'en sera fini de sa liberté, peut-être de sa vie. Eh bien, c'est Juliette encore qui lui procure un déguisement d'ouvrier, qui lui procure un passeport au nom de Lanvin, typographe. C'est elle qui le conduit à la gare du Nord. On le met dans le train de Bruxelles. Quelques heures plus tard, il est en Belgique. Il est sauvé. Et le surlendemain, elle le rejoint, lui apportant sa malle avec ses manuscrits, c'est-à-dire ce qui, pour un écrivain, est le plus précieux. Et comment voulez-vous que maintenant, il choisisse Léonie ? Même s'il aime davantage Léonie, ce que je crois, et Léonie sort de sa vie, il n'y aura plus que Juliette. Voici quelques extraits de Victor Hugo, orateur et polémiste, à la séance de l'Assemblée du 17 juillet 1851. Qu'est-ce que nous avons devant les yeux ? Toutes nos libertés prises au piège l'une après l'autre et garrottées. Le suffrage universel trahi, livré, mutilé, les programmes socialistes aboutissant à une politique jésuite. Pour gouvernement, une immense intrigue. L'histoire dira peut-être un complot. Je ne sais quel sous-entendu inouï qui donne à la République l'Empire pour but et qui fait de 500 000 fonctionnaires une sorte de franc-maçonnerie bonapartiste au milieu de la nation. On me crie « Personne ne songe à l'Empire ». J'ai pour habitude d'arracher les masques. « Personne ne songe à l'Empire », dites-vous ? Que signifient donc ces cris payés de « Vive l'Empereur » ? Une simple question, qui les paye ? Messieurs, il y a là une intrigue, vous dis-je. J'ai le droit de la fouiller, je la fouille. Allons, le grand jour sur tout cela. Il ne faut pas que la France soit prise par surprise et se trouve un beau matin à voir un empereur sans savoir pourquoi. Un empereur. Discutons un peu la prétention. Quoi ? Parce qu'il y a eu un homme qui a gagné la bataille de Marengo et qui a régné, vous voulez régner, vous qui n'avez gagné que la bataille de Satory ? Quoi ? Parce qu'il y a 10 siècles de cela, Charlemagne, après 40 années de gloire, a laissé tomber sur la face du globe une épée et un sceptre tellement démesurés que personne depuis n'a pu et n'a osé y toucher.
Et pourtant, il y a eu dans l'intervalle des hommes qui se sont appelés Philippe Auguste, François Ier, Henri IV, Louis XIV. Quoi ? Parce que 1000 ans après, car il ne faut pas moins d'une gestation de 1000 années à l'humanité pour reproduire de pareils hommes, un autre génie est venu qui a ramassé ce glaive et ce sceptre qui s'est dressé debout sur le continent, qui a fait l'histoire gigantesque dont l'éblouissement dure encore, qui a enchaîné la Révolution en France et qui l'a déchaîné en Europe, qui a donné à son nom plusieurs synonymes éclatants, Friedland, Montmirail, Rivoli, Iéna, Essling. Quoi ? Parce que après 10 années d'une gloire immense, d'une gloire presque fabuleuse à force de grandeur, il a, à son tour, laissé tomber d'épuisement ce glaive et ce sceptre qui avaient accompli tant de choses colossales. Vous venez, vous voulez, vous, les ramasser après lui, comme il les avait ramassés, lui, Napoléon, après Charlemagne. Vous voulez prendre dans vos petites mains ce sceptre des titans, cette épée des géants. Pourquoi faire ? Quoi ? Après Auguste, Augustule. Quoi ? Parce que nous avons eu Napoléon le Grand, il faut que nous ayons Napoléon le Petit. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.